Bonjour, on est le 17 juillet 2020, vendredi 17 juillet 2020, avec une météo qui semble, je veux dire, chargée, lourde, mais avec un semblant de chaleur. Donc bon, c'est une journée qui peut bien se passer sans aucun problème. Il n'y en a pas d'éclaircies pour l'instant, mais ils disent que les éclaircies, d'après les météorologues, là, les éclaircies vont bientôt arriver avec une température qui pourra atteindre 26 degrés. Bon, voilà, 26, bon, c'est vrai que c'est pas la canicule, hein, on est loin de la canicule. Si vous avez un baromètre, ou plutôt, je dirais un thermomètre chez vous à la maison, si vous avez un thermomètre, parce que le baromètre mesure la pression atmosphérique, et donc il permet de voir s'il va faire bon ou il va faire mauvais, mais le thermomètre va mesurer la température, et donc dans une maison, donc là, généralement la température est de 25, 26, bon, là, ce qu'on va voir à l'extérieur, c'est ce qu'on a à l'intérieur, hein, voilà. Donc autant sortir, avoir un peu plus de clarté, parce que dans une maison, il fait quand même sombre, sauf ceux qui ont des vérandas. Des vérandas qui n'ont pas de plafond. Ils ont toute une lumière qui vient se diriger dans leur pièce, tant mieux. Je veux dire, mais ceux qui n'ont pas de véranda, ils ont quand même un plafond, et donc le plafond fait quand même une forme d'obscurité. Et c'est les fenêtres qui viennent apporter, je veux dire, cette forme de luminosité, pour autant qu'il y ait beaucoup de luminosité à l'extérieur, parce que s'il y en a moins qu'à l'accoutumée, eh bien, on se retrouve, je dirais, avec une petite obscurité. Voilà. Ceci étant dit, ici je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc ce qu'on appelle les groupes ionisés, la formation, si vous voulez, de différentes façons de création d'ions. Bon, quand je dis création, c'est plutôt la formation, parce que voilà, c'est une décomposition de matière qui va se faire. Rien ne se perd, rien ne se gagne, rien ne se perd, rien ne se gagne. Au niveau matière, je parle, parce qu'il ne faut pas confondre la matière et l'énergie, hein. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Oui, c'est valable pour la matière, pour l'énergie. Oui, mais ici, moi, je parle en tant que matière, hein. Bon, quand on dit rien ne se perd, rien ne se gagne, bon, la première personne qui a dit ça, qui est Lavoisier, je crois, mais il parlait en tant que matière, je crois pas qu'il parlait en tant qu'énergie. Bon, il ne faisait pas de la thermodynamique à ce moment-là, donc il parlait en termes de matière, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Mais ça a été un des principes énergétiques, bien sûr, mais par après. Bon, comme la matière se conserve, conservation de la matière, mais on a aussi une conservation de l'énergie. Mais Lavoisier ne parlait pas en termes d'énergie, mais de matière. Voilà, donc ici, tout va se transformer, donc on va avoir une espèce de création de matière. Enfin, je m'excuse, pas une, je m'excuse, pas une, pas une création de matière, justement, je viens de le dire, une transformation de matière. Je viens de le dire, c'est une transformation de matière, c'est pas une création de matière. Voilà, donc on va avoir pour le commun de mortel, pour lui c'est une création de matière, mais en fait non, ça provient déjà de quelque chose. Donc on aura quelque chose pour avoir quelque chose en finalité. Et donc ce quelque chose, ce sont ce qu'on appelle les réactifs. Donc on va avoir des réactifs qui en finalité vont donner des produits. Et donc ici, comme je vais voir les groupements ionisés, c'est pour vous dire que il n'existe pas forcément que des molécules, loin de là. La matière ne se trouve pas que sous forme de molécules. Donc qu'est-ce que c'est qu'une molécule? Elle est composée d'éléments atomiques. Donc la plupart du temps, les substances sont sous forme moléculaire, et en fait je dirais même plus, elles sont sous forme de mélange. Mélange, on les retrouve sous forme mélangée, et donc on retrouve des substances qui contiennent pas mal de molécules, voilà, de diverses natures, diverses formes, et qui forment ce qu'on appelle un produit ou une matière, ou un produit chimique, ou une limonade, ou un détergent, ou un savon, tout ce que vous voulez, toute matière aussi bien solide que liquide que gazeuse, hein. Bon, voilà, si vous achetez de l'acide sulfurique, bon, vous allez avoir de l'acide sulfurique avec de l'eau pour votre batterie, pour réalimenter votre batterie, la matière, ça va être l'acide sulfurique avec de l'H2O. Voilà, donc en fait, à partir de réactifs, on va obtenir ce qu'on appelle des produits au travers de ce qu'on appelle une réaction chimique. Une réaction chimique qui va créer, dans un premier temps, un désordre pour rétablir avec ce désordre des chocs moléculaires, voilà, rétablir un ordre. Donc, l'ordre, c'est de nouveau la construction de nouvelles entités par rapport aux entités existantes qui existaient auparavant, parce que c'est pas de la magie ici, hein.
c'est pas de la magie, on part de réactifs existants et on forme des produits à partir des réactifs existants. Il n'y a pas de nouvelle matière je veux dire, qui intervient alors qu'il n'existait pas dans les réactifs. Hein. D'ailleurs, Lavoisier a compris ça et il s'est dit bon que ce qui a été produit provenait de ce qui avait réagi. Et donc, fatalement, ce qui avait réagi, bon, rien ne s'est créé en plus, rien ne s'est perdu, rien ne s'est perdu. Donc, ce qui veut dire que quelque part, on a l'esprit, la forme de l'esprit d'une conservation. Une conservation, ça veut dire si on a quelque chose ici, c'est que ça venait de là et en même quantité que la gauche. Voilà. Et c'est sur base de ça que Lavoisier a fait, voilà, a montré ses principes de conservation de la matière. Bien sûr, je ne pense pas qu'il parlait d'énergie. Hein. Je pense pas. Parce que les points de vue énergétiques sont venus élaborer un peu plus tard, voilà, avec la thermodynamique. Bon, qui ont vu ce même principe de conservation de l'énergie. Donc ici, on peut se dire quoi? Ben, si on a des produits, c'est qu'ils viennent des réactifs. Et si il y a autant de quantité de réactifs au point de vue atomique, mais c'est qu'on aura autant de quantité de produits au point de vue atomique. C'est juste un réarrangement d'atomes qui vont se faire pour créer de nouvelles, enfin, pour reconstituer une molécule sur base d'atomes qui existaient auparavant. Donc c'est juste un réarrangement d'atomes qui va donner une molécule. Bon, sur base de ça, bon, une molécule est formée d'atomes. Bon, et qui forment, les molécules sont en principe mélangées en général. Ça, on trouve rarement des corps purs. Voilà. Je dirais même, je ne sais pas s'ils existent, parce qu'en fait, si vous allez trouver un corps pur, ben, il fait 99% de pureté, mais il reste peut-être 1% d'impureté. Bon, il y a toujours des impuretés. Et le but des industries chimiques, c'est justement que si vous allez dans une usine voilà, qui fournit du fer, ben, on va essayer de purifier le fer au maximum, en retirant au maximum ce qui est le pourtour du fer, qui constitue le non minerai, enfin la non-substance utile. Parce qu'il y a la substance utile et la substance qui n'est pas nécessaire qu'il faut enlever. Voilà. Et donc, il en est de même pour tous les autres matériaux, enfin toutes les autres matières, je m'excuse, toutes les autres matières, voilà, qui doivent être purifiées pour être utilisées. Je pense au cuivre, à l'aluminium, voilà, tous ces atomes-là qui sont utilisés, je veux dire, dans l'industrie et qui doivent être purifiés, ou toutes ces molécules qui doivent être purifiées et qui doivent avoir un certain pourcentage de purification. Voilà, et voilà. Donc ce qui veut dire que par là, on a des molécules. Mais le problème, c'est que les gens font, la plupart du temps, bon, ils pensent qu'il n'y a que les molécules, mais non, il n'y a pas que les molécules. Il y a aussi les ions. Les ions. Voilà. Alors, je vais prendre le cas le plus simple de l'hydrogène. L'hydrogène possède un proton et un électron. Voilà, et il est neutre. Pourquoi il est neutre? Parce qu'on a une charge positive et une charge négative. Donc, on a un proton qui est P, P+. La charge, elle est la même. Hein. La charge est la même. C'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. 1,6 fois 10, c'est la plus petite charge électrique qui existe. Voilà, en valeur absolue, ce sont les mêmes, que ce soit proton ou électron. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est neutre. Et je dirais même c'est neutre parce qu'en fait, il y a une charge plus, et il y en a un qui est plus et l'autre négatif. Voilà, donc le proton, c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs, qui est la plus petite charge électrique, mais à ceci près qu'elle est positive. Et que l'électron, c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs, mais elle est négative. Voilà. Et donc, positif et négatif, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est neutre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un atome. Voilà. Et les atomes forment les molécules. Et les molécules aussi, tout est neutre au niveau charge. Parce que si vous avez 3 atomes, je vais prendre par exemple, je sais pas moi, H2SO4. Voilà, et on a un acide ternaire, 3 atomes, 1, 2, 3, HSO, l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, ben, il y a 3 atomes, les 3 atomes étant neutres, ben, fatalement la molécule est neutre. Donc au niveau de charge, on a une charge électrique qui est nulle. Sa charge électrique est nulle. Autant l'atome d'H2 est neutre. H2 est neutre. Il en faut 2 hein, pour faire de l'H2. Parce qu'on ne trouve pas l'hydrogène, il se trouve sous forme d'H2. Hein, voilà. C'est deux atomes d'hydrogène comme ça, mais qui sont liés, ça fait une molécule.
Voilà, ça fait une molécule. Voilà, je vais les rayer comme ceci. Enfin, elles sont toutes les deux les mêmes parce que c'est deux hydrogènes. Hein, voilà. On a un hydrogène ici et un hydrogène ici. Voilà, on a un proton là, P+, P+, et ils échangent leurs électrons pour faire une liaison, si vous voulez, covalente pure, comme ceci. Voilà, ça c'est H2. Voilà. Donc, ce qui veut dire ici, bon, on a H2, la molécule d'H2. Voilà. Mais si je devais prendre l'hydrogène tout court, l'hydrogène, il y a un proton et un électron qui tourne, qui gravite. Le proton, il est dans le noyau. Hein. Il est dans le noyau, le proton. L'électron gravite autour du noyau. Maintenant, s'il perd une charge électrique, ben, il est plus neutre. Il était 0 quand il y avait un P+, et un E-. Quand il y avait un proton, un électron, il était neutre. Maintenant, il perd un électron, mais il devient positif. Il devient positif. Il a perdu sa charge électrique, il est plus neutre. Il devient positif. Donc on a H+. H+. Bon, et alors H+, voilà, c'est un ion. D'ailleurs, ce qu'on appelle un ion. Les ions positifs sont des cations. Donc H+, est un cation, si vous voulez. Voilà. Et les ions négatifs sont des anions. Voilà. Les ions négatifs sont des anions. Voilà. Donc il n'existe pas forcément que des molécules. Et ça, vous devez en être conscient. Bien que les gens, bon, enfin les gens qui font de la chimie, quand ils vont commencer à avoir des ions, ils ont peur. Parce que qui dit ion dit équation d'oxydoréduction, dit étage d'oxydation, dit charge électrique, dit charge électronique. Bon, il y a une nature différente d'exploitation par rapport aux molécules. L'exploitation, je veux dire, l'information qu'on a dans les ions n'est pas la même que celle que l'on a dans les molécules, parce qu'il faut traiter différemment les choses. D'ailleurs, on fait intervenir pour les réactions acide-base, on fait intervenir des réactions ioniques. Je veux dire, qui sont, comment est-ce qu'on appelle ça, des couples fictifs, parce que les couples fictifs, acide-base, bon, la réaction se fait en une passe, elle ne se fait pas en deux demi-réactions. Quand vous avez deux demi-réactions, c'est simplement pour le raisonnement de l'être humain. C'est l'être humain qui doit raisonner sur deux demi-réactions. Tout comme dans les couples redox, il n'y a pas de demi-réaction, il n'y en a qu'une seule. C'est l'être humain qui fonctionne sur deux demi-réactions qui sont fictives, pour pouvoir avoir une base d'assises, pour pouvoir élaborer la pondération. Par exemple, la pondération des charges électroniques, la pondération des charges électriques, quand il s'agit bien sûr de couples d'oxydoréduction. Voilà. Donc il fait deux demi-réactions, mais qui n'ont pas lieu en tant que telles dans la réaction, parce que la réaction se fait directement, simultanément. Voilà. Simultanément, ça dépend. À une certaine vitesse, bon, il y a la cinétique des chimiques qui joue. Bien sûr, il y a la cinétique chimique, la spontanéité de la réaction, etc., par rapport à différents éléments. Voilà, mais en d'autres termes, je veux dire par là que quand je dis simultanément, ça veut dire que toute la réaction se fait, je veux dire, il n'y a pas une demi-réaction qui se fait et l'autre par après. Non, c'est pas comme ça. Si elles se font tous les deux en même temps, mais à une certaine vitesse, on va dire, une certaine vitesse. Peut-être lente, peut-être rapide, mais ça on s'en fout. Mais en tout cas, il n'y a pas de demi-réaction. De demi-réaction, c'est fictif. Tout comme dans les acides bases, les deux demi-réactions, c'est fictif. C'est l'être humain qui crée ces deux demi-réactions-là pour pouvoir élaborer des théories, soit en acide base ou pour pouvoir pondérer dans les réactions d'oxydoréduction. Donc voilà. Donc quand quelqu'un voit une molécule, bon, ça peut encore, pour autant qu'il la connaisse, bon, ça peut encore l'arranger, mais quand il commence à avoir des ions, il commence à, je veux dire, même ceux qui font de la chimie, ils commencent à, je veux dire, à se courber. À se courber dans le sens, bon, voilà, bon, c'est une appréhension. Quand c'est des ions, ils commencent à avoir une appréhension. Mais sachez que les groupements ionisés, bon, ils sont là. Ils sont en chimie, ils sont là, ils existent. Il faut faire avec, ne pas avoir peur de ces groupements ionisés. Et je veux dire, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ces groupements ionisés parce que je ne vois pas la raison pour laquelle il faut avoir peur. Je ne vois pas la raison pour laquelle, alors que quand il y en a quand vous parlez d'ions, ils se mettent, je veux dire, voilà, à fléchir et à se mettre en position d'appréhension. Voilà, alors, donc les ions, si vous voulez, les groupements ionisés, c'est ce que je vais expliquer ici dans cette vidéo, les groupements ionisés, mais ils peuvent provenir de quoi? On a les molécules et les ions. En chimie, on a les molécules et les ions. Bon. Alors,
je vous ai dit, on part d'un réactif et on aboutit à un produit. Bon. On peut avoir une molécule, on peut aboutir à un ion. On peut avoir un ion qui va donner un ion. Bon, un ion, est-ce qu'il peut donner une molécule? Ben oui, mais là, ça ne m'intéresse pas parce que je suis en train de voir des groupements ionisés. Groupements ionisés dans le sens où j'ai besoin de faire la formation d'un ion, si vous voulez. J'ai besoin de faire la formation d'un ion, donc ce cas-là ne m'intéresse pas. Donc une molécule va donner un ion. Comme il existe des molécules et des ions, voilà, voilà. Je pars d'une molécule, je forme un ion. Je pars d'un ion, je peux faire tous les cas de figure, hein, je vais les faire tous. Et je vais éliminer ceux qui je n'ai pas besoin. Voilà. Une molécule peut donner une molécule. Alors, tout le monde sait ça. Une molécule peut donner une molécule. Voilà. Une molécule peut donner soit une molécule ou un ion. Il y a deux cas de figure. Une molécule, bon, si je pouvais faire ça sous forme d'un arbre, je mets M, la molécule peut donner soit une molécule ou un ion. Par contre, l'ion, il peut donner soit une molécule ou un ion. Voilà. Donc, c'est les quatre cas de figure que la chimie peut rencontrer. Une molécule donne une molécule donne un ion donne une molécule, et un ion donne un ion. Bon. Mais ici, je suis dans les groupements ionisés. Donc, je vais retirer des cas qui ne m'intéressent pas. C'est-à-dire que le fait de donner une molécule ne m'intéresse pas. Voilà. Ce qui va m'intéresser, c'est ceci. Une molécule donne un ion donne un ion. Donc, je vais être intéressé par ces groupements ionisés, c'est-à-dire que les produits vont former des ions, ce qu'on appelle les groupements ionisés. Une molécule va donner un ion. Oui, il peut donner une molécule, mais ça on s'en fout, je retire ce cas-là. Un ion peut donner une molécule, oui, mais ça on s'en fout, je retire ce cas-là. Et un ion peut donner un ion, effectivement. Eh bien, je vais voir ces cas de figure-là. Une molécule donne un ion, et un ion donne un ion. Donc, une molécule donne un ion, ah oui, et un ion peut donner un ion, oui, et donc dans tous les cas de figure, le groupement ionisé ici est un ion. Donc j'ai bien un groupement ionisé ici. J'ai bien un groupement ionisé. Alors comment peut-on avoir justement ceci? Par exemple, si je prends part de la molécule, ben, je peux avoir une scission d'une molécule. C'est-à-dire la cassure d'une molécule. Et ça arrive souvent dans les réactions acide-base. Hein. Ça, bon, voilà, scission d'une molécule. D'ailleurs, je vais vous faire quelques cas de figure. Scission d'une molécule. Molécule ion. Je vais vous faire ça parce qu'on retrouve souvent ensemble les acides bases. Hein. Je pars d'une molécule. Hein. Bon, je prends un acide fort qui est HI, l'iodure d'hydrogène. Ben, c'est un acide, donc il va faire une scission en H+, plus I-. Voilà. Bon, si je prends l'acide perchlorique, HClO4, il va donner du H+, plus ClO4-. Formation d'ion, I-, ClO4-, au travers de la scission au travers d'une perte d'un H+. Donc la théorie de Bronsted-Lowry dit que bon, quand un élément perd un proton, ben, c'est un acide. Là, on a bien à faire HI, c'est un acide, HClO4 est un acide. Si je prends le bromure d'hydrogène, HBr, qui est une molécule, ben, c'est un acide parce que H+, voilà, Br-. Alors, l'acide sulfurique, bon, je vais faire l'acide chlorhydrique, HCl, c'est H+, plus Cl-. H2SO4, acide sulfurique, ça c'est l'acide chlorhydrique, celui-ci, H+, plus SO4-. Voilà. Je peux prendre l'acide trichloracétique, c'est Cl3CO
OH. Alors, l'acide acétique, bon, il y a l'acide formique qui est CHCOOH, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a COOH. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas. Non, HCOH. HCOH. Donc, j'aurai HCOH. Voilà. Ça, c'est l'acide méthanoïque. Méthanoïque. HCOH. J'espère ne pas me tromper. Méthanoïque, je vais vite voir sur internet pour ne pas raconter une bêtise, parce que c'est vrai que quand je commence à douter, voilà, j'ai pas envie de refaire un erratum. Voilà, mais je vais aller vite voir sur internet. Ça, c'est l'acide normalement formique, qui est l'acide méthanoïque normalement, parce qu'il n'y a qu'un seul carbone. Alors que le CH3COH est l'acide acétique. Oui. Ouais, donc c'est bien ça. C'est bien ça. Je viens de contrôler. Je raconte pas de bêtises, parce que parfois j'ai un doute. Bon, et dans mon doute, je préfère raconter quelque chose de vrai que quelque chose de faux. Hein. Dans mon doute, donc je préfère aller contrôler. Voilà. Voilà. Et effectivement, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est bien ça, c'est l'acide méthanoïque ou l'acide formique, HCOH. Parce qu'il n'y a qu'un seul carbone. Bon, ça vous fait penser à du CH4, hein, méthane. Donc l'acide, bon, comme on a le groupement O qui est un groupement, là on a le groupement hydroxyle et la carbonyle. Le O, double liaison O, avec le carbone, on a un groupement carbonyle ici, CO, carbonyle. Voilà. On a un groupement carbonyle et là on a un groupement hydroxyle, donc ce qui fait un acide. L'acide, de quel type? Mais ça ressemble à un méthane, parce qu'il n'y a qu'un seul carbone. Donc c'est l'acide méthanoïque, mais qui porte un autre nom qu'il faut connaître, c'est l'acide formique. Donc ici, à HCOH, c'est bien l'acide formique. Voilà. Contrairement à CH3COH, où là on a c'est l'acide éthanoïque, qui est l'acide acétique, vinaigre qui se consomme. Autant l'éthanol se consomme, qui est un alcool, hein. L'éthanol est un alcool. Voilà. C2H3 OH. Je vais regarder tout de suite si c'est bon. Hein. Bon, pas aller trop vite. Alors, on a deux carbones. Voilà. On a un groupement OH, alcool. Voilà, on a deux carbones, ceci. Donc, j'ai bien deux carbones. Les hydrogènes, je dois avoir... pour avoir la tétravalence du carbone, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, mais il y en a un qui porte un OH. Je vais mettre ici. Ce qui veut dire que j'ai combien d'hydrogène? J'en ai 5 et pas 3. Voilà. C2H5OH, voilà, l'éthanol, qui est comestible, lui. L'éthanol est comestible. Ça, c'est l'éthanol. L'éthanol est comestible, c'est un alcool. Alors, ne pas confondre avec le méthanol. Méthanol. Attention que si c'est H5, voilà. Pas confondre avec le méthanol qui est toujours un alcool. Voilà, comme ceci. OH, qui est CH3OH. Voilà. CH3OH et la fonction alcool. Voilà, le carbone est bien tétravalent avec une fonction alcool. On a le méthanol, CH3, CH3OH, qui est une fonction alcool aussi, qui est le méthanol. Alors, pas confondre le méthanol, qui est dangereux. Dangereux. Si quelqu'un boit ça, ben, je veux dire, il peut mourir. Hein, il peut en mourir. Hein. Ou devenir aveugle. Devenir aveugle ou en mourir. Voilà. Donc pas confondre ceci, ça c'est ce qu'on met dans les véhicules, hein, ou en tant que solvant dans les laboratoires, etc. etc. Mais maintenant, l'éthanol, là, lui, il est comestible. Il est comestible. Ce qui veut dire que le méthanol qui provient, bon, on entend le mot méthane parce qu'il y a un seul carbone, éthanol parce qu'il y a deux carbones, on entend le mot éthane, on entend le mot mét, un carbone, deux carbones. Eh bien, pour les alcools, c'est pareil. On aura
H, C, O, H. Mais là, on a la tétravalence parce qu'il y a une double liaison avec l'oxygène au niveau du groupement carbonyle. Voilà, on a la tétravalence. On a une liaison sigma et une liaison pi. On a une liaison sigma et une liaison pi. Et voilà. Voilà, donc ce que je disais ici, je m'excuse. Ce que je disais, donc on a l'éthanol, le méthanol, et donc au niveau de l'acide, ben, on aura HCOOH, et là ça c'est ce qu'on appelle l'acide méthanoïque, l'acide méthanoïque, ou si vous voulez l'acide formique. Voilà, acide formique. Alors maintenant, si vous voulez, qui n'est pas comestible, hein, tout comme le méthanol n'est pas comestible, l'acide méthanoïque ne l'est pas, mais le vinaigre l'est. Le vinaigre qui est l'acide éthanoïque, qui est, voilà, l'acide éthanoïque, qui est ceci. Voilà. Donc c'est CH3, c'est OOH. CH3, c'est OH. Ça, c'est le vinaigre, hein, CH3CO, qui est comestible, qui vient de l'alcool, l'éthanol. L'éthanol, donc, voilà. Alors maintenant, quand on dit Cl3, COOH, on reconnaît qu'il y a deux carbones. On a deux carbones, hein, tout comme le CH3COH. Simplement, on a mis 3 chlores. On a mis 3 chlores. Voilà. Ceci, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce que je viens de vous mettre, c'est le vinaigre. Voilà, c'est du vinaigre. Mais avec des hydrogènes ici. Voilà, là j'ai un oxygène, un OH. C'est du vinaigre. C'est l'acide éthanoïque. Éthanoïque, c'est-à-dire l'acide acétique. Mais maintenant, si vous mettez 3 chlores ici, en substitution par des. Vous substituez les hydrogènes par du chlore, vous remplacez les hydrogènes par du chlore, vous avez du trichloroacétique. L'acide trichloroacétique. Voilà. Alors, si j'avais substitué par 2 chlore, ben, j'ai du dichloroacétique. Et si j'avais substitué par un seul chlore, c'est chloroacétique. L'acide chloroacétique. Voilà, bon, la nomenclature est fait en fonction de ça, voilà. Donc ici, si j'enlève du trichloroacétique, de l'acide trichloroacétique, un H+, mais j'aurai du Cl3, CCOOH-. Voilà. Alors, si je vais prendre la molécule, donc tout ça, c'est au niveau moléculaire. Hein. Au niveau moléculaire, je vais reprendre une autre molécule. Bon, l'acide, si je prends l'acide nitreux, HNO2, 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 bon, ça va faire du H++ NO2-. Donc, d'une molécule, j'ai bien un ion. J'ai bien la scission molécule, groupement ionique. J'ai un groupement ionique ici. Voilà. Je prends l'acide voilà, donc vous voyez que à partir de molécules, je prends l'acide orthophosphorique, H3 PO4. H3 PO4. Ben, il va donner du H+, plus H3PO4 H2, parce que j'ai retiré un hydrogène, H2PO4 moins. Voilà. Donc vous voyez que je vous ai donné quelques exemples de molécules, hein, je peux continuer, hein. HCN, j'enlève un H+, mais je fais une scission en Cl-. Voilà. Vous avez bien vu que à partir comment on appelle ça, d'une molécule, j'obtiens un ion.
Donc je vous ai dit tout à l'heure, à partir d'une molécule, je peux avoir un ion, une molécule, je peux avoir une molécule, mais ça, ce cas-là on s'en fout parce que je vois le groupement ionique, les groupements ioniques. Une molécule, je peux avoir un ion. Je vais vous montrer le cas de figure. D'une molécule, j'ai un ion. Voilà. C'est le cas, c'est en décomposant. En décomposant, voilà, la molécule va se décomposer pour donner un ion. C'est le cas par exemple des acides. Les acides, elle va se décomposer pour former un ion. Maintenant, on peut avoir donc je vous ai dit, un ion peut donner un ion. Un ion peut donner une molécule, mais ce cas-là, on s'en fout. Hein. Donc je vais garder ce cas-là. Alors, un ion peut donner une molécule, bah oui. C'est le cas de figure inverse de ce que je viens de voir. La molécule donne un ion, l'ion va donner une molécule en sens inverse. C'est-à-dire, par exemple, je prends du HSO4-, HSO4-, qui est une base conjuguée, ben, il va capter un H+, suivant la théorie de Bronsted, donc il est bien base, il va donner de H2SO4. Donc, d'un ion, je forme une molécule. Donc, un acide, une base conjuguée qui est négative, va donner, bon, pour autant qu'il n'y a qu'une charge, ben, il va donner une molécule. Parce que s'il y a deux charges, supposons que je vais faire le phénomène inverse, enfin la réaction inverse, HSO4-. Si j'enlève, je sais qu'enlever un H+ à celui-ci, voilà, si je fais ceci, il perd un H+, lui il est acide. Hein. Dans ce cas-ci, il est acide. Là, il est base conjuguée. Il est base, je m'excuse, il est base parce qu'il capte un proton. Il est base parce qu'il capte un proton. Mais s'il capte un proton, il devient voilà, un acide qui est l'acide sulfurique. Bon, maintenant, prenons s'il est acide, il perd un proton, ben, il va donner du SO4-. Voilà. Donc, ce qui veut dire ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'un moins, il était ion. Attention que ça c'est l'acide, mais ça c'est la base conjuguée. Pourquoi base conjuguée? Parce que SO4- capte un proton dans le sens inverse pour donner, il capte un proton ici, donc lui il est base, pour donner un acide. Donc lui il sera base et lui il sera acide. Et en phénomène inverse, ben, l'acide donne un proton pour donner du SO4-. Donc lui il est acide parce qu'il donne un proton. Par contre, dans l'autre sens, lui il est base parce qu'il capte un proton. Voilà, donc ici ce que je veux dire par là, c'est que on a un ion ici, là on a qui va donner une molécule ici. Donc un ion donne une molécule. Mais bon, ici je suis en train de voir les groupements ionisés, donc ce cas-là m'intéresse pas ici, hein, parce que bon, je vous dis tout simplement comment va-t-on avoir un ion. Donc ici on n'a pas un ion, on a une molécule, donc on s'en fout. Par contre, c'est pour vous dire que HSO4- peut être aussi bien acide que base. Et que HSO4 peut donner, qui est un ion, peut donner un autre ion. Il peut donner un autre ion. Puisque là, il est sur 4. Mais alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a perdu son hydrogène, fatalement. Il n'en a plus, mais il va donner SO4-. Donc, l'ion va donner un autre ion. L'ion va donner un autre ion, parce qu'il a perdu son H+. Donc, un ion peut donner un autre ion. Donc voilà, c'est un cas de figure. Un ion donne un ion. Mais, voilà. Et alors, ça, on peut rencontrer, non pas uniquement dans les réactions acide-base, mais les réactions d'oxydoréduction. Hein. Si vous avez du MnO4-, qui est un puissant oxydant, qui peut être utilisé en milieu acide ou basique. Hein. Voilà, par contre, voilà, MnO2 va être utilisé plus en milieu basique, mais MnO4- peut être utilisé aussi bien en milieu acide ou basique, peu importe. Mais le MnO2 va être plus utilisé, je veux dire, en milieu basique. Qui est un oxydant aussi puissant. Hein.
Voilà. Donc, MnO4 plus Fe2+, va donner du Mn2+, plus du Fe3+. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a des centres des tâches. Alors là, quand on a une montée des tâches. Donc dans les oxydoréductions, ben, un ion donne un ion. Et là, un ion me donne un ion. Donc on aura, voilà, c'est un cas de figure où, dans les réactions de redox, on a des ions qui donnent des ions. Des ions donnent des ions. Des ions donnent des ions. Voilà. Alors, bon, donc ce que je veux dire, bon, un ion peut donner un ion. Je vais vous donner un autre exemple. Bon, toujours dans l'assemblage de molécules. Maintenant, je vais faire l'assemblage de molécules, justement. Je vais faire, bon, là, je vous ai donné, je veux dire, des décompositions en ions, mais on peut avoir aussi des assemblages. Hein. Des assemblages, voilà, ions-molécules. Des assemblages ions-molécules. Parce que, bon, ici, ce que je vous ai expliqué, c'est que une molécule peut donner un ion. Je vous ai expliqué, voilà, une molécule peut donner un ion, mais je vous ai expliqué qu'un ion peut donner un ion. Mais maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que on peut faire un assemblage. Molécule plus ion. Et molécule plus ion, fatalement, il va donner un ion. Maintenant, dans les assemblages aussi, je peux avoir un ion plus un ion qui donne un ion. Et là, c'est ce qu'on appelle les complexations. Je vais vous montrer à l'instant comment on a ça. Donc, je vais vous donner un exemple. Un exemple pour une molécule plus un ion donne un ion. Ben, je viens d'en faire quelques-uns. Par exemple, j'ai H2O plus H+, mais ça donne du H3+. H2O+. Bon, ça c'est en solution aqueuse. Hein. Le H+, n'existe pas en solution aqueuse. Hein. Il n'y a pas d'H+, en solution aqueuse, parce que l'H+, il se fixe avec l'H2O pour former de l'ion, ce qu'on appelle l'ion hydronium. Ion hydronium. Il n'y a pas d'H+, en solution aqueuse. Hein. Parce qu'il y a une liaison qui se fait entre le H+, et par coordination avec le H2O. Voilà. Il y a un lien de coordination H+ qui est une K. Voilà. Lui, il possède deux doublets. Hein. Deux doublets, donc il va en prendre un ici. Voilà. Et lui, il a une case vide. H+ avec une case vide. Il n'y a plus d'électrons dessus. Donc on aura une relation de 2 à 1. 2 à 1. De deux doublets non liants qui va devenir liant. Parce que au départ, il est non liant. Et puis, il va se lier avec l'hydrogène. Il va avoir un doublet liant sur la case vide de l'hydrogène, donc il y a pas, voilà. Et là, il va établir ce qu'on appelle une liaison de coordinance. Une coordinance, voilà, on met généralement une flèche pour la liaison de coordinance. Pour dire que c'est pas voilà, c'est pas une liaison de covalence normale. C'est pas un schéma de la covalence proprement dite. Voilà, c'est un schéma de coordinance. Si vous voulez, c'est une relation dative. Hein. C'est un schéma de structure. C'est un schéma de la de liaison dative. C'est un schéma de liaison dative. Bon, certains l'appellent coordinance, mais d'autres, je vous ai fait une petite vidéo, d'autres les distinguent. Il y a la liaison dative semi-polaire et de coordinative. Voilà, ben, certains bon, ne font pas cette distinction-là. Ils vous disent que c'est une liaison de coordinance, point. De 2 à 0, c'est une liaison de coordinance. Mais on sait séparer encore dire, les types de liaisons datives. Voilà, donc pour vous dire que l'assemblage d'ions, une molécule à un ion peut faire un ion.
c'est le cas par exemple de H2O, voilà, qui va donner H3 plus. Donc, je peux vous en prendre un autre, toujours. Alors ici, vous avez tout de suite vu que vous avez compris, hein, qu'est-ce que c'est. Bon, l'H2O a capté un H+, par liaison de coordination. Bon, donc c'est ce qu'on appelle, je veux dire, une base. Hein. H2O est une base. Or, parfois, H2O peut céder un électron. Voilà. Et là, il est acide. Donc, l'H2O, il est aussi bien acide que base. Donc, c'est ce qu'on appelle un ampholyte ou un amphotère. Et à ce moment-là, vous les retrouvez dans les Ka. Le tableau des Ka, vous le retrouvez aussi bien à gauche qu'à droite. Et c'est valable pour le NH3. C'est un ampholyte, hein, ou un amphotère. Vous le retrouvez aussi bien à droite qu'à gauche des tableaux des Ka. Ça veut dire que bon, il est bien aussi bien à un moment donné acide que bas. Dans le tableau des Ka, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez bien sûr ici les acides. Là, la base conjuguée relative à l'acide. Voilà. On a la base, on a l'acide, et là on a le pKa. Je m'excuse, c'est le pKa. Ce qui est le moins logarithme de Ka. Ça, c'est le pKa. Voilà. Le pKa, voilà. Et il y a une relation entre le pKa et le pK. Voilà. Et le pKb, on s'est retrouvé le pKb. Puisque on sait bien que pKa plus pKb est égal à 14. Ce qui veut dire que pKa est égal à 14 moins pKb. Voilà. pKb voudra, connaissant dans les tables pKa, on s'est retrouvé le 14 moins pKa, ça fait pKb. Ça, je peux vous démontrer facilement ça quand je verrai les réactions acide-base. Je verrai les réactions acide-base. Ça vient d'un produit, voilà, Ka fois Kb, voilà, qui fait 10 moins 14, tout simplement. Et là, à partir de là, on joue avec les concentrations de Ka et de Kb, et je peux retrouver que ça fait, voilà. Mais ça, je le verrai en son temps, c'est pas le but de la vidéo. Voilà, donc ici, ce que je veux vous dire, c'est que H2O, ici, il est une base. Et donc ça, c'est un acide conjugué. C'est un acide conjugué. Donc vous voyez qu'ici, d'une molécule plus l'association d'un ion, ben, on obtient un ion. Bon. Donc vous voyez qu'avec une molécule et un ion, on peut obtenir un ion. Bon, ça c'est l'assemblage molécule-ion. Molécule-ion. Voilà. Donc on peut avoir une décomposition ionique d'une molécule. On peut avoir une décomposition ionique d'un ion, qui est déjà un ion, mais il perd une charge. Il perd encore une charge. Hein. Voilà, on a ici, il perd une charge. Je vais prendre un cas de figure, par exemple, je vous en ai pris un tout à l'heure. Je prends l'acide orthophosphorique de valence 2, H2PO4-. Alors je vous rappelle que H3PO4, c'est l'acide phosphorique. Voilà, c'est l'acide phosphorique. Voilà. Donc c'est l'acide H3. Phosphorique, oui. Parce qu'il existe l'acide phosphoreux. Hein. Pas confondre l'acide phosphoreux H3PO3 de l'acide phosphorique H3PO4. Ça, c'est l'acide phosphoreux. Ça, c'est l'acide phosphorique. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Bon, je peux prendre l'H3PO3. Ou je peux le faire avec les deux. Je peux le faire avec les deux, c'est pas un problème. Voyons voir. Alors, je peux avoir de l'H3PO3 H plus PO3 moins H3 H2PO3 moins. Il n'en reste plus que 2. Je retire l'hydrogène, il n'en reste plus que 2. Si je prends l'H2PO3 moins, je retire un H+, encore. J'ai l'H... je retire ce qui fait HPO3 moins. Et si je retire encore de l'HPO3 moins, j'enlève un hydrogène, mais j'ai le PO3
moins, moins, moins. Ou 3 moins, si vous voulez. Donc, on peut avoir le phénomène inverse. Donc là, il est acide. Là, il est base conjuguée, acide, base conjuguée, acide, base conjuguée. Donc, je peux faire le phénomène inverse. H2PO3 moins plus H plus. Voilà. Donc là, d'un atome, j'ai un ion. D'un atome, j'ai un ion. D'un ion, j'ai un autre ion. D'un ion, j'ai encore un autre ion. Mais vous voyez qu'à chaque fois, dans ce sens-là, quand il devient l'acide, chaque fois il perd un H. Alors, je peux faire le phénomène inverse. Si je prends PO3 PO3 plus H plus, va donner du HPO3 PO3 HPO3 plus H plus va donner du H2 PO3 et H2 PO3 plus H plus. Je vais mettre la charge. Hein. Bon, j'écris juste ce qu'il faut. Voilà, voilà, ici il y a moins. Et là, il est moins, il devient moins. Donc là, il est 3 il devient un ion 3 il gagne une charge plus. Voilà, il est 3 il gagne. Là, étage 0, enfin, il est neutre, c'est une molécule. Voilà, il perd une charge. Il se décompose en une charge plus. Et donc, fatalement, une négative va se décomposer. Voilà, il a perdu un hydrogène, si vous voulez. Il a perdu un proton. Il a cédé un proton. Là, il a cédé un proton. Et donc, c'est bien un acide. Hein. Il cède un proton et il devient une charge négative. Là, lui, il est aussi acide. Il a cédé un proton. Ben, il va devenir 2 fois moins. Parce qu'il était déjà moins. Il perd encore un proton. Il devient moins. Là, H3 ben, il cède encore un proton. Mais il devient moins. Chaque fois en cédant un proton. Mais voilà. Alors, ce qui veut dire par là, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que là, il est acide. Hein. H3PO3 est acide. Ça, c'est la base conjuguée. Maintenant, si je fais le phénomène inverse, PO3 est une base, parce que PO3 plus H plus va donner PO3 Ici, j'ai oublié un 3. Voilà, PO3 Donc, ce qui veut dire, là, il capte un proton. Il capte un proton pour, voilà, devenir un acide HPO3 HPO3 il y a 2 plus H plus va donner H2PO3 Voilà. Et puis H2PO3 ben, il capte un proton, ben, il devient neutre. Voilà. Là, on descend au niveau des charges. Hein. On avait moins, 2 3 Mais là, on monte au niveau des charges. 3 3 puis il devient, on part du 3 Oui, quand je dis moins, on partait du neutre. Hein. Neutre, -1, -2, -3. Neutre, -1, -2, -3. Là, -3, -2, -1 et 0. Et 0. Donc l'H3PO3, c'est ce qu'on appelle l'acide phosphoreux. Je vous ai pris l'acide phosphorique. J'aurais pu prendre dans l'exemple l'acide phosphorique, c'est le même phénomène parce qu'on a 3 hydrogènes pour l'acide phosphorique qui est H3PO4. C'est la même chose. Je remplace ici, à la place de 3, je vais mettre 4. Voilà. Et les noms vont changer, bien sûr. H3PO3, c'est l'acide phosphoreux. L'acide phosphoreux. Voilà. Parce que l'H2PO3-, c'est l'acide phosphoreux de valence 2. Ça, c'est l'acide phosphoreux de valence 2. Voilà.
Alors, voyons voir. Je vais regarder juste une petite chose dans mon tableau de Mendeleev. Le phosphore, il est quelle valence? Il peut être 1, 3, rarement 4 et 5. Voilà. Donc, moins 2 fois 3, 6. 6. Moins 6. Moins 6 plus 2. Moins 4. Moins 4. Bon, si on regarde le tableau des acides, on a H3PO3 qui est au-dessus. Je ne sais pas si on voit. Il est ici, H3PO3 est au-dessus. C'est-à-dire qu'il a un pKa de, on va dire H3PO3, il a un pKa de 1,8, hein, si je regarde bien. H3PO3, H3, oui, H3PO3 a un pKa de 1,8. Maintenant, si je prends le H2PO3-, je vais chercher, hein, H2PO3-, voilà, il est plus bas. Il est plus bas, donc il fait 6. Lui, il fait 6,2. 6,2 en pKa. Donc, ça veut dire que, bon, le pKa a augmenté, ça veut dire que c'est l'inverse du Ka. Bon, pKa, il a augmenté, ça veut dire que H2PO3- est moins acide. Celui-ci est moins acide que celui-ci. Voilà. Et si je descends, normalement, je vais retrouver, voilà, le HPO4- qui est ici 11,9. Il est encore moins acide. Voilà, il est encore moins acide, l'H2PO4-. Et alors, bon, si je vais aller chercher le PO4-, pour autant que je l'ai, parce qu'il n'y a pas tout dans ce tableau-là, hein, vous comprendrez qu'il n'y a pas tous les composants. Voilà, et PO4-, je ne l'ai pas. Voilà, PO4-, je ne l'ai pas. Voilà, moins 2 fois 3, 6. 6 plus 2. Moins 6 plus 2, moins 4. Donc, celui-ci est plus acide que celui-là. Celui-là est plus acide que celui-là, et celui-ci sera plus acide que celui-là. Voilà, on n'a pas tout dans les tableaux, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, c'est déjà bien qu'ils ont mis les pKa de tous ces éléments-là. C'est déjà bien gentil. Enfin, bien gentil, c'est pas une question de gentillesse. Ben, c'est ceux qu'on utilise bon, assez souvent avec ça. En maintenant, si vous voulez plus de pKa pour différentes substances, ben, vous allez chercher des livres spécialisés. Parce que là, c'est une aide. Bon, ils ne vont pas tout vous mettre. Ils n'ont fait que, voilà, c'est des éléments de laboratoire qu'ils ont mesurés. Et ils ont mis le pKa par mesure. Bien sûr, une température de 25 degrés Celsius. Voilà, avec une référence qui était probablement, voilà, la référence qui était l'eau. Bon. Mais ils vous ont mis quand même pas mal d'éléments, mais je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout dans ce tableau-là, c'est normal. Il faudrait mettre tous les composants, tester tous les composants possibles. Voilà, mais j'ai pas tout. J'ai pas tout. Voilà, donc ceci étant dit, lui, il est plus
plus acide que celui-là, celui-là est plus acide que celui-ci, celui-ci est plus acide que celui-ci. Maintenant, oui, non, je m'excuse, PO3- n'est pas acide, il n'est pas acide. Là, je ne saurais pas le retrouver sur la table, parce que je ne sais plus d'enlever l'hydrogène. Je ne sais plus enlever l'hydrogène pour PO3-. Par contre, je peux enlever de l'hydrogène pour lui, ben, lui est plus acide que lui. Lui, je sais qu'on lui a enlevé un hydrogène, il est moins acide que lui. Voilà. Enfin, du moins, celui-ci, c'est le même, je m'excuse. C'est les mêmes, c'est H2PO3-. Ce que je voulais dire, c'est, lui, il est plus acide que celui-ci, parce qu'il contient 3 hydrogènes. Celui-ci, il est plus acide que celui-là, parce qu'il contient 2 hydrogènes. Et là, je sais retirer plus qu'un hydrogène. Celui-ci est le moins acide des 3 acides, si vous voulez. Et après, lui, on ne sait plus lui enlever l'hydrogène. On ne sait plus lui enlever l'hydrogène. Voilà, par contre, ici, c'est le phénomène inverse. Si lui, il est acide, lui, il est acide. Dans ce cas-ci, lui, il est acide, lui, il est base conjuguée. Mais là, lui, il est acide, et c'est la même substance. Hein. Et lui, il est base conjuguée. Par contre, là, lui, il est acide, et lui, il est base conjuguée. Et les bases conjuguées sont là, PO3-, H, PO3-, et H2PO3-, voilà, et H3PO3. Voilà. Ce qui veut dire que on va retrouver aussi bien dans la colonne de gauche que de droite les éléments, en tout cas les éléments HPO3- est une base conjuguée. En tout cas, PO3- est une base conjuguée. PO3- est une base conjuguée. Il va capter un H+, pour donner HPO3-. Alors, HPO3- est aussi une base conjuguée. Et HPO3- est une base conjuguée. Voilà, et ainsi de suite. On les retrouve aussi bien, certains, on va les retrouver là et là, dans le tableau des acides et des bases. C'est normal parce que à un moment donné, il peut jouer le rôle d'acide et à un moment donné, le rôle de base. Donc c'est normal qu'on les retrouve des deux côtés. Voilà, et donc si on les retrouve des deux côtés, il peut jouer le rôle d'acide ou de base, donc c'est un amphotère. Donc les amphotères, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Les amphotères, il y en a beaucoup. Voilà, on a beaucoup d'amphotères. Ceci étant dit, bon, donc ça c'est une manière d'avoir, à partir d'une molécule, j'ai un ion, à partir d'un ion, j'ai un ion, à partir d'un ion, j'ai un ion. Mais chaque fois, il y a une descente de charge, dans le cas des acides, voilà, il va splitter en H+, plus un élément moins acide, hein. Il va splitter en un élément moins acide ici pour l'H3PO3. Voilà, il split H+, plus H2PO3-, H2, il se désassemble, voilà, il se désassemble. Voilà, par contre, là, il se désassemble. Par contre, là, il s'assemble. Là, on a un désassemblage, là, on a un assemblage. Et c'est le cas ici d'une. Voilà, un ion plus un ion donne un ion. Un ion plus un ion donne un ion. Un ion plus un ion donne un ion. Mais je peux avoir une molécule, je vous ai montré tout à l'heure, une molécule plus un ion. Je vais montrer H2O plus H+. H2 joue le rôle de base, ça fait H3O+. Mais je peux avoir, par exemple, NH3 plus H+, fait NH4+. NH4+. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut avoir un désassemblage ionique, on peut avoir un assemblage ionique. Voilà, donc, enfin, on peut avoir un désassemblage qui donne des ions, c'est ça que je veux dire. Et on peut avoir un assemblage qui donne des ions. Un désassemblage de quoi? Ben, ici, on a une molécule qui donne un ion, là, un ion qui donne un ion qui donne un ion. Là, on a
un assemblage d'anions avec anion qui donne un ion plus un ion donne un ion plus un ion donne une molécule plus un ion donne un ion. Mais là, ça donnait des ions négatifs et là, ça donne des ions positifs. Voilà. Bon, maintenant, vous allez me dire dans les acides. Là, on est à l'étage 0, on va forcément avoir du moins. Par contre, quand on a du moins avec du plus, ben, on ne peut que remonter. C'est-à-dire, il va y avoir moins de moins. À un moment donné, on peut tomber sur la barre de 0, mais à un moment donné, on peut retomber sur du plus. Voilà. Par contre, là, comment avoir de plus? Ben, vous allez avoir du plus en désassemblage si perd un H+, mais qu'il était déjà plus. Voilà, s'il était plus et qu'il perd un H+, bon, est-ce que c'est plausible ce que je raconte? Il faudrait un exemple. Il faudrait que j'ai un exemple. Voilà, par contre, maintenant, je vais voir le dernier cas de figure. D'ions avec des ions. Des ions avec des ions, qui va donner des ions. Donc, là, c'est ce qu'on appelle un assemblage de charges, qui vont déséquilibrer, qui vont donner une charge soit positive ou soit négative. Par exemple, je pense au Fe. Je prends le fer de valence 3, 3+, ce qu'on écrit communément 3+. Hein. Et là, à ce moment-là, si je mets 6Cn-, voilà, plus 6Cn-, là, je vais avoir un ion. Donc j'ai un ion plus un ion, mais ça va me donner un ion. Voilà. Qui est du Fe Cn6. Combien de charges là, j'ai 6-, 3+, qui fait moins. Voilà. Fe, voilà. Et là, vous voyez que c'est un assemblage ionique, mais qui va me donner du moins. Voilà. Donc on a 3+ ici, plus 6- va donner 3-. Et là, un tel ion, c'est ce qu'on appelle un ion complexe. C'est ce qu'on appelle un ion complexe. Voilà, c'est un ion complexe. Donc vous voyez que les groupements ionisés, on peut les obtenir de différentes façons. Hein. Différentes façons. Soit avec les ions complexes, soit au travers de réactions d'oxydoréduction, soit au travers des réactions acide-base, etc. Ben, en tout cas, bon, je veux dire, de tous les cas de figure, on peut avoir un désassemblage moléculaire ionique qui va donner un ion, un assemblage d'ions qui vont donner des ions, un assemblage d'une molécule avec un ion, voilà, qui peut donner un ion. Voilà, il y a tous les cas de figure, hein, tous les cas de figure, je vous les ai montrés. Donc c'est comme ça qu'on obtient, je veux dire, des groupements ioniques. Je vous remercie.